Accord, désaccord, avec Guillaume Durand. Los Angeles, Hollywood est dans ce studio avec André Berkoff et Bruno Roger-Petit. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Nous sommes lundi. Figurez-vous qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait, je cite, Robert De Niro, Michael Douglas, Al Pacino, Meryl Streep, Glenn Close et Jack Nicholson. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus que DiCaprio. Berkoff, au lieu de touiller votre café, répondez. Oui, eh bien écoutez, c'est pas grave de la décadence. D'où vient cette comment on peut dire, omnipotence de cet acteur sur le cinéma mondial? Mais parce que Il n'a pas l'équivalent en fait, parce que les Matt Damon et les autres, c'est derrière. Ah, absolument. C'est lui qui est d'abord parce que c'est il faut le dire quand même, c'est un excellent acteur. On l'a vu dans divers rôles de trader de la finance à rescapé dans un aéroport jusqu'à Revenant, qui est quand même assez extraordinaire. Moi, je l'ai vu hier. Bon, il est quand même étonnant. Et puis, deuxièmement et surtout, il y a beaucoup moins de stars qu'il y avait il y a 20 ans. Regardez ce que vous avez cité. Où sont les De Niro, les Pacino, les Meryl Streep, c'est vrai, alors on va pas dire, c'était mieux avant. Mais les stars, en tant que stars, c'était des stars. Aujourd'hui, il n'y a plus que DiCaprio, effectivement. Il y en a d'autres, mais Robert Downey Jr., etc. Mais lui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. La question, c'est pourquoi? Parce que c'est pas simplement un constat. Alors là, parce qu'il a vous avez beau faire Sciences Po, il va falloir que vous ajoutiez la Fémis et l'IDEC. Mais tout simplement, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il a pris un tournant décisif quand il a rencontré Scorsese. Aviator, Shutter Island, le Loup de Wall Street. Ouais. Et que cette espèce de puissance qu'il y avait en De Niro, il y a eu le lapsus. Par Scorsese aussi. Voilà, mais par Scorsese aussi. Exactement. Voilà. Donc il a construit ce piédestal en s'appuyant sur un réalisateur de génie. Oui, moi j'ai vu le pilote de la nouvelle saison de HBO qui s'appelle Vinyl, qui a été réalisé par Scorsese, qui se passe dans le milieu de l'industrie du disque en 1960. Qui a été produit par Mick Jagger, Voilà, coproduit. Vous avez là-dedans un acteur qui s'appelle Anthony Bellata, je sais même plus son nom, que j'avais vu dans Boardwalk Empire, où il joue un psychopathe. Là, il joue le héros de la série. Mais propulsé par Scorsese pendant 1h03, ce type affirme une puissance considérable. Scorsese est une fabrique à stars. Voilà, c'est comme ça. Il va chercher chez les acteurs ce qu'il y a de plus animal entre eux et il en fait quelque chose à l'écran. Ça, c'est un premier point. Avec une technique exceptionnelle. Deuxième point. Il a retrouvé son raisonnement. Oui, il est parti, il parle lentement, voilà. Il n'est pas énarque, mais il n'est pas le deuxième pour plan. Pour une fois qu'il nous bassine pas avec le Parti Socialiste. Deuxième partie de mon plan, j'en viens à la France. Parce qu'on avait les Césars il y a 2 jours. Et la remarque que vous faisiez, elle vaut pour les Césars. C'est-à-dire que moi, je suis d'une génération, quand je regardais les Césars sur Antenne 2 dans les années 70, je connaissais tout le monde dans la salle. Je connaissais Blier, je connaissais Jean Rochefort, Noiret, Romy Depardieu déjà. Depardieu, voilà, c'était une fabrique à stars. Quand vous regardez les Césars, là, depuis quelques années, vous voyez monter des gens, vous dites, qui c'est? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi ce film? J'en ai même pas entendu parler. C'est-à-dire que le cinéma américain a au moins ce mérite de continuer à produire des stars, même s'il y en a qu'une qui écrase toutes les autres en ce moment. Nous ne produisons rien. Moi, je vois des gens de télé qui ont fait des sketchs sur Canal qui deviennent des acteurs de cinéma. Dans des histoires qui sont des... Et Omar Sy commence à... Mais Omar Sy, c'est l'exception. D'ailleurs, la preuve, il est parti aux États-Unis. C'est l'exception. Non, mais le même, reste... Le reste du cinéma français... Quel est le dernier grand chef-d'œuvre produit par le cinéma français? Il y a Timbuktu, il y a Timbuktu, c'est pas un film français. C'est un Mauritanien, quand même. Produit par des Français. Produit entièrement par des Français. Ça a eu un César, mais c'est pas un film français. Il y a quand même une banalisation, un arrasement. Parlons du cinéma français. Il y a une chose. Pensons il y a 30 ans, 20-30 ans, ou 50 ans maintenant, pensons au Tonton Flingueur. Mais quand même, référence. Il y avait des acteurs de série B, ce qu'on appelait des acteurs de second rôle, qui étaient extraordinaires. Les Blier. Blier, les Lefebvre, qui avaient des rôles extraordinaires, qui étaient Francis Blanche, exactement. Et aujourd'hui, on a l'impression que Robert Dalban. Robert Dalban. Piron n'est pas dans les Tontons Flingueurs. Il est dans le cadre ce Robiff. Non, mais Noël Roquevert, Saturnin Fabre. Non, mais je veux dire. C'est des trucs de gâteux, vous êtes en train de nous raconter. Mais oui, mais j'adore. Le cinéma français, quand il était gâteux, excusez du peu, c'était Jacques Prévert, c'était Michel Audiard, et c'était Orange et Bost. Quand même, pas mal. Le Corbeau. Aujourd'hui, il y a vraiment un problème des Césars, c'est-à-dire que les Américains ont gardé, ce qu'ils avaient depuis toujours, ce côté instinct star. Nous, on l'a jamais eu, on avait autre chose. On avait le texte, on avait la gouaille, on avait cette espèce d'esprit français. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut les rechercher. Aujourd'hui, il y a Campus. Il y a, Mon cul sur la commode et Tata dans le placard. Alors, il n'y a pas que ça. Il y a quand même Vincent Lindon, il y a quand même des gens. Mais c'est vrai que la production moyenne du cinéma français
C'est budgétairement parlant, il est plus possible de payer les stars aussi, puisqu'on a bien vu, par exemple, que des films sont produits maintenant avec 1 million et demi d'euros, 2 millions d'euros. On est très très loin d'un budget comme le The Revenant, qui est un budget de 135 millions d'euros. Donc il est impossible de faire venir des stars dans des budgets qui sont à un tarif aussi faible. Donc voici vos explications pour l'omniprésence de DiCaprio dans le monde. On va revenir sur Terre, c'est-à-dire en France. Est-ce que vous croyez, Bruno, sujet que vous adorez, Parti socialiste. voilà, bien sûr. est-ce que vous croyez que ce bon vieux Parti socialiste que vous connaissez par cœur et que parfois vous aimez va exploser? Écoutez, À quoi joue-t-il actuellement, les uns et les autres? mais je l'ai dit souvent à ce micro, je vais le redire. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est la rançon de 10 ans, 2002-2012, passé dans l'opposition à ne rien faire. À ne rien faire. L'autre jour, pour les besoins d'un papier que je faisais sur challenge.fr, un peu de pub. je relisais le livre que Manuel Valls, livre d'entretien que Manuel Valls avait commis avec, interrogé par Claude Escolovic il y a 7 ans, presque 8. Et je me disais, quand même, à l'époque, il avait posé la bonne question. Qu'est-ce que veut dire le mot socialiste aujourd'hui? Et il disait, c'est un mot vide de sens. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le problème. C'est un mot vide de sens. Et vous avez d'un côté Manuel Valls et les modernes, ce qu'on va appeler les sociolibéraux, qui eux pensent qu'il faut balancer le mot et tout ce qui va avec. Le parti d'Épinay, Léon Blum, Jean Jaurès, tout ça c'est fini, on fait autre chose. Et même Mitterrand d'ailleurs. Et même, oui, ce que je viens de dire, le parti d'Épinay, je vous ai même pas allé jusqu'au sacrifice suprême de dire Mitterrand. Et puis vous avez en face des gens qui disent non, il faut rester ce qu'on aime, et ils savent pas ce qu'ils sont. Donc c'est Martine Aubry, les frondeurs. Parce que regardez la tribune d'Aubry, ce qu'ils font là, c'est pas de gauche. Ça, c'est pas de gauche. La loi El Khomri, c'est pas de gauche. La déchéance des nationalistes, c'est pas de gauche. Oui, mais c'est quoi être de gauche? C'est quoi être socialiste? C'est ce que leur répond Macron depuis plusieurs mois maintenant. Oui, lui, c'est le seul qui a une vision dans tout ça. Voilà. Mais parce que lui, il est pas encombré par un surmoi marxiste, parce que ça a jamais été son truc. Le parti d'Épinay, il sait pas ce que c'est. Oui, mais alors, ils miment la crise ou ils font la crise. C'est ça qui est. Non, il y a une vraie crise profonde, durable. Et si la gauche perd en 2017, il risque fort, l'implosion plus que l'explosion, et surtout d'être expédié dans l'opposition sur fond de tripartisme pendant 15 ans. Henri Berkoff, même sujet, réponse. Alors, je crois que quand même, il y a quelqu'un dont il ne faut pas mésestimer le rôle et qui a miné pour beaucoup dans cette explosion ou implosion, en tout cas fragmentation, ça c'est clair. Elle a déjà eu lieu et on va le voir encore plus dans les mois à venir. C'est François Hollande. Parce que justement, Valls, il a un cap. On aime, on n'aime pas, il a un cap, effectivement, social-libéral. Et Macron et Valls, même s'ils se tirent la bourre, ils sont quand même sur la même longueur d'onde. C'est clair. François Hollande, lui, et je crois qu'il est extrêmement responsable, au lieu d'assumer le cap en tant que président de la République, parce que c'est le président de la République qui assume la direction, lui, encore une fois, continue à jouer. Je le dis, je le répète, je les radote, il est à Solferino. Il n'a jamais quitté Solferino, il n'est pas président de la République, il est premier secrétaire du Parti Socialiste, et il continue à jouer, alors un peu avec les écolos, un peu avec ceci, un peu avec cela. Au lieu de prendre un véritable cap, au lieu de prendre vraiment en disant, voilà, maintenant c'est ça qu'il faut faire, j'assume. François Hollande est extrêmement responsable de cette situation. Parce que il a maintenu le flou. Et le flou, comme disait Martine Aubry, derrière le flou, il y a un loup. Et c'est la seule chose bien qu'elle ait. C'est la vérité historique, ce que vous êtes en train de nous raconter, parce que ce qui n'est pas finalement... C'est la vérité d'aujourd'hui. Non, mais ce qui n'est pas tout simplement derrière Manuel Valls, mais qui ne monte pas vraiment au créneau, pour des raisons justement qui consistent à essayer de continuer, non pas à flatter, mais à Guillaume, garder ça ne marche plus, un pont avec la gauche. Mais ça ne marche plus. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, la gauche, on en a parlé, Benoît vient d'en parler, regardez Martine Aubry, regardez tout le monde, excusez-moi, lui crache dessus, pas seulement les agriculteurs. Il y a un vrai problème aujourd'hui qu'il l'assume. C'est justement grave, parce que ce n'est pas seulement le fait qu'il n'assume pas. Le fait, effectivement, qu'on dise, oui, mais alors derrière Valls, s'il est derrière Valls, eh ben qu'il le dise. Je suis derrière Valls, et qu'il l'assume. Non, mais il dit pas il est, mais non seulement il le dit, mais il a quand même une manière de considérer que ces textes importants, que ce soit le pacte ou que ce soit justement la loi sur le travail, ce sont des initiatives qui sont les siennes. Alors pourquoi amène-t-il ces pseudo-écologistes? Pourquoi fait-il ce remaniement totalement bidon que tout le monde a considéré, y compris dans son propre camp, comme un remaniement bidon? Donc est-ce que vous avez le sentiment que tout ça va exploser? Oui. Oui, d'une manière ou d'une autre. Bruno est plus modéré, vous, oui. Moi, oui. Moi, je pense que le Parti Socialiste ne terminera pas le quinquennat. En tout cas, ne terminera pas dans cet état. Alors, effectivement, ils n'oseront pas aller très loin parce qu'il y a les législatives. Mais je veux dire, le fond de ma pensée, c'est que si ça continue comme ça, la gauche n'est pas présente au second tour. Bruno. Non, mais il a avancé une autre question que je n'ai pas encore posée. Vous considérez que ce matin, la gauche n'est pas encore au second tour?
Moi, alors là, je vais vous dire, j'attends de voir comment ça va se jouer à droite, qui va sortir vainqueur de ce qui est en train de se passer. Et j'attends de voir aussi, parce que ça va compter, encore une fois, combien il y aura de candidats à droite. Quand bien même ce serait Alain Juppé, monsieur primaire, le vainqueur de la primaire, est-ce qu'il n'y aura pas un candidat souverainiste qui portera des valeurs manif pour tous, par exemple, que ne porte pas Alain Juppé, un candidat centriste et d'autres. Et pour en revenir une fois sur l'histoire Hollande, François Hollande, il a toujours géré ses affaires en se réduisant à être le plus petit commun dénominateur. Voilà. Et c'est ce qui est en train de se passer. Parce que là où il piège Martine Aubry, c'est que chaque fois qu'on s'approche de la confrontation finale, il suffit de dire « Martine, si c'est pas moi, ce sera Manuel Valls ». Et tout de suite, Martine Aubry recule, ce qu'elle a fait au dernier congrès de Poitiers, ce que je rappelais à ce micro la semaine dernière, c'est-à-dire que, hop, elle se range derrière Cambadélis pour éviter Valls. Et vous verrez qu'à l'arrivée, après les débats sur la primaire, etc., qui doit être candidat, tout le monde se rangera derrière François Hollande, parce qu'à ce moment-là, tout le monde aura intérêt à se ranger derrière lui. Le zapping du 29 février, Christian Jacob est député de Seine-et-Marne et président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Il était sur France Inter, voici ce qu'il a dit et déclaré sur les violences des agriculteurs. Pour bien connaître ce milieu, quand ils réagissent comme ça, c'est qu'ils sont poussés à bout. Mais encore une fois, ni les agriculteurs, ni personne peut s'en satisfaire. Mais c'est l'expression, c'est bien au-delà de la colère. C'est un désarroi, une tristesse, une violence d'une crise qui est inouïe pour eux. Emmanuel Valls, qui était il y a moins de 2 heures au Salon de l'Agriculture, qui y est encore, a confié donc ces quelques mots. Ils savent que, à notre niveau, nous agissons déjà, mais qu'il faut d'abord que les professionnels se réorganisent, que les filières se réorganisent. Et il faut agir aussi au niveau de l'Europe. On nous a aussi beaucoup parlé des négociations commerciales entre l'Union européenne et les États-Unis. Ils savent de toute façon qu'il n'y a pas de solution facile et toute faite, et que les messages de démagogie ne peuvent pas passer non plus. Voilà les propos donc du Premier ministre. Question technique concernant l'agriculture et après on parlera justement du chahut et de l'autorité de l'État. 700 millions ont été donnés aux agriculteurs. L'opinion de ce matin, je parle du journal, considère que c'est du replâtrage puisque les agriculteurs en France, ou en tout cas une grande partie de l'agriculture, n'est plus fondamentalement concurrentielle. Ils prennent 2 exemples, le lait avec les Irlandais et le porc avec les Espagnols. On pourra mettre autant d'argent qu'on veut. De toute façon, on produit plus cher. Alors, est-ce qu'on peut leur donner une garantie des prix? Parce que c'est ça qu'ils réclament les agriculteurs. Écoutez, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. J'ai lu, alors à moins que ce soit, que un supermarché, je ne sais pas quelle marque de supermarché voulait hausser les prix, et que l'Europe s'est élevée contre en disant vous ne pouvez pas hausser les prix par rapport. C'est-à-dire qu'il y a ce problème de l'Europe qui est posé, effectivement, et ils se heurtent, parce que qu'est-ce qu'ils font maintenant? Le gouvernement dit, oui, mais nous, l'Europe impose des choses, on ne peut pas faire autrement, on est obligé de... Et puis, quand même, moi je suis très frappé par la position de Xavier Belin, tout ça, il y a agriculteurs. Comment peut-on mettre ensemble les grands céréaliers et les petits exploitants qui meurent, qui crèvent de faim? Mais pour l'instant, la crise, c'est celle de ceux, justement, qui n'arrivent pas à obtenir la garantie des prix qu'ils réclament. Oui. Or, structurellement, leur agriculture, par rapport à des concurrents étrangers, c'est triste à dire, mais elle est, semble-t-il, déficitaire. Donc, comment sortons de cette situation? Est-ce qu'on dit à des gens, vous êtes foutus, pensez à autre chose, changez de profession C'est ce que disent les écologistes, faites une autre agriculture, mais comment ils peuvent, puisqu'on leur a donné... Vous savez, le problème, c'est que, est-ce que, on revient au souverainisme ou pas, est-ce que la France peut encore jouer là-dedans une marge de manœuvre ou elle n'en a pas? C'est tout le problème. Et... Bruno. Oui, l'exemple d'André est intéressant parce que je l'ai lu aussi. C'est une chaîne de supermarchés qui veut acheter des produits français aux agriculteurs français, délibérément, et vous avez la Commission européenne qui leur tombe dessus. On doit ouvrir une enquête parce que c'est d'une grave entorse à la concurrence. Voilà. Et donc vous tombez sur toute l'ambiguïté du rôle que joue l'Europe dans cette affaire, où d'un côté il y a la PAC, qui protège nos agriculteurs en grande partie, parce que s'il n'y avait pas la PAC depuis 40 ans, il n'y aurait probablement plus d'agriculture française. Et puis de l'autre côté, donc ça c'est la carotte, puis de l'autre côté vous avez un bâton qui est complètement aberrant. Voilà, et vous avez un gouvernement, effectivement, quel qu'il soit, pas seulement François Hollande ou Manuel Valls. Le bilan de Bruno Le Maire à l'agriculture, il est pas mieux, hein. Ça a coûté aussi très cher aux agriculteurs. Bon, et vous avez un gouvernement qui s'est enferré dans cette Europe-là et qui ne sait pas comment en sortir. Et effectivement, parfois, il est bon de parler, si ce n'est de souverainisme, de reconquête, de souveraineté. Et vous voyez, par rapport, on disait Hollande, c'est ce que disait Bruno, le plus petit dénominateur commun. Je crois que justement les mots de petit et de commun ne peuvent plus suffire. Et c'est vraiment le problème. C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter justement de quelque chose à minima. Vous savez, on voit très très bien ce qui se passe aujourd'hui. Regardez l'histoire des migrants, regardez tout ça. Il y a une espèce de position claire à avoir. Cette position claire, on l'attend du président de la République et de personne d'autre. Il ne l'a pas. Regardez, Valls à Munich fait ce qu'il dit sur les migrants. À tort ou à raison. Bon. Hollande ne dit pas oui, Valls a raison. Il dit oui, peut-être c'est allé trop loin, etc. D'ailleurs, ce que dit Cambadélis hier, on va peut-être trop loin, il n'aurait pas dû dire ça comme ça. Ça suffit il n'aurait pas dû dire ça comme ça. Dites les choses ou ne les dites pas. Pendant la campagne électorale, on a entendu François Hollande parler justement d'un quinquennat qu'il souhaitait apaisé par rapport à celui de Nicolas Sarkozy. On se rend compte que ce n'est plus du tout le cas. Alors évidemment, cette question est une question qui peut paraître constitutionnellement absurde, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'au bout comme ça ? C'est-à-dire dans une situation la Constitution absolue. Oui, et la Constitution le protège. À moins qu'il y ait un coup d'État, que 3 millions... Voilà, non, exactement. Sinon, écoutez, oui, c'est là le titre d'un livre de Sophie Coignard, d'ailleurs, pourvu que ça tienne jusqu'en 2017, ça tiendra jusqu'en 2017. Ça tiendra bien comme ça. Ça tiendra bien comme ça, voilà. Bien sûr qu'il va aller au bout. La vraie question aujourd'hui, qui est en germe dans tout ce dont personne ne pense une seule seconde qu'il y aura un accident de parcours. La seule chose qu'on peut se demander, parce que ça a été écrit pendant un certain temps, c'est s'il ne pouvait pas lui-même, pour justement sauver sa mise, dire avant je ne me représenterai pas et se lancer dans une politique de réforme hardie, ou alors transformer, ou alors poser des questions constitutionnelles, ou dissoudre l'Assemblée. Non, la vraie question, non, on est à 1 an de l'élection, même pas. La vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que ça va aller jusqu'au bout avec Manuel Valls ou sans Manuel Valls? Ça, c'est une vraie question. Il est 8h57, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique. Merci Bruno, merci André d'être venu nous voir en ce lundi matin. La semaine vient de commencer, nous sommes le 29.